Je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans. Je suis victime de violences conjugales. Je vous raconte mon histoire. Allongé sur le côté, mon visage est marqué par la fatigue. J'ouvre lentement les yeux, je jette un coup d'œil sur la montre. Il est 6h45. C'est l'heure du réveil. Chaque matin, c'est pareil. Je me réveille avant la douleur, avant les cris, avant lui. J'avance comme une machine, pour ne pas penser. Je marche lentement, je boite légèrement. Chaque geste est précis, minutieux. Je balaye le salon, range quelques objets avec soin. J'entre dans la cuisine, sors une cafetière, dose le café avec une précision presque chirurgicale. Je verse l'eau chaude, surveille le mélange, puis pose la tasse sur un plateau. Mon mari Mamadou, 40 ans, dort profondément. J'entre doucement. Il ne faut pas le réveiller, ni trop tôt, ni trop tard. Il ne faut pas parler trop fort. Je m'approche doucement du lit, me penche légèrement. Mamadou, le petit déjeuner est prêt. Mamadou. 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 Le petit déjeuner est prêt. Je recule immédiatement, silencieuse. Mamadou entre dans la pièce d'un pas lourd. Il s'assoit brutalement à la table, puis me fixe avec mépris. D'un ton menaçant, il me demande de le servir et m'intime l'ordre de m'asseoir par terre. Je ne réponds pas. Puis m'assois au sol, droite, tendue, les yeux vers le sol. Il ne faut pas que ce soit trop sucré, ni trop fade. Je compte les gorgées, je compte les secondes. Je prie pour qu'il avale, qu'il ne lève pas la main sur moi, aujourd'hui encore. Mamadou prend une gorgée. Il grimace aussitôt. Il repose la tasse avec fracas. Il devient tout d'un coup furieux. C'est quoi ça? Tu veux me tuer ou quoi? Calmement, je lui propose d'en refaire un autre. D'un ton agressif, il me répond. Non, dégage. Je me lève en silence. Reprends la tasse. Je quitte la pièce sans un mot. J'avance lentement entre les étals. Je presse discrètement ma main gauche contre mon boubou, là où un bandage dépasse légèrement. J'aperçois une vendeuse joviale que je connais. Je me dirige vers elle et lui passe le bonjour avec chaleur. Elle aperçoit le bandage. Elle me dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main ?» Je baisse les yeux. Je tente un sourire figé. Je réponds « Ah non, c'est rien du tout ça. J'ai glissé dans la salle de bain. Juste une petite chute. Rien de grave. » Elle me répond « Ah bon ? D'accord. » Quelques mètres plus loin, j'échange brièvement des salutations avec un vendeur de légumes. Il remarque aussitôt le bandage. Il penche la tête avec inquiétude. Il me dit « Aïda, ça a l'air sérieux ce que t'as là. » J'esquisse un sourire vague. Je garde mon calme, mais je suis obligée de mentir là encore. C'est rien. Juste une mauvaise chute. Il me dit « D'accord. Bon, ça va aller. » Je hoche la tête, gênée, et m'avance vers les légumes. Je tends la main pour prendre un légume, mais je grimace aussitôt. Une douleur fulgurante traverse mon bras. Je me souviens encore d'une voisine, Khadija, qui m'a dit un jour « Aïda, toi au moins, ton mari est un homme bien, toujours souriant, poli, responsable. Toi au moins tu as de la chance. C'est l'image qu'il dégage dehors. Alors, je suis obligée de mentir à chaque fois. Je mens pour lui, pour moi, pour mes enfants. Pour qu'au marché, au quartier, personne ne voie, personne ne sache, personne ne comprenne. Je rentre, essoufflée. Mamadou est au téléphone dans le salon. Un rare sourire aux lèvres. Il parle fort, gesticule, plaisante même. Ce contraste glace le sang. Quand il rit, je me sens encore plus mal, parce que ça me rappelle qu'il sait faire semblant, que le monstre ne sort que quand il n'y a plus personne pour le regarder. Je m'affaire dans la cuisine. Je dresse la table avec application. Nappe bien posée, plat bien présenté. Le repas d'une vraie femme sénégalaise, comme on dit. Je sers le plat chaud devant Mamadou, qui raccroche. Il me lance un regard glacial, méprisant. Je reste debout, sans un mot. Mamadou, froidement, me donne l'ordre de m'asseoir à ses côtés, par terre. Je m'exécute. Le silence à table est lourd. Les enfants, Ibrahima, mon fils aîné, 10 ans. Ndeye, 6 ans. Ils sentent déjà que l'ambiance est tendue. Il prend une bouchée, s'arrête, grimace violemment. Mamadou, explosant, me balance. « Tu veux me tuer ou quoi? C'est quoi ça? C'est trop salé. Tu ne sers à rien. » Il saisit violemment l'assiette. Il est à 2 doigts de me la jeter en pleine figure. Je baisse les yeux. Ibrahima, paniqué, s'interpose rapidement. Ibrahima, tremblant, lui dit « Papa, non, s'il te plaît.
Ndeye, quant à elle, est pétrifiée. Elle serre sa cuillère sans rien dire. Les larmes lui montent aux yeux. Tu ne sais même pas faire la cuisine? Je peux en refaire un autre si tu veux, chérie. Lève-toi, dégage. Mamadou hurlant. T'as même pas honte pour tes enfants? Quelle femme fait à manger comme ça? Hors de ma vue, je te dis. Je me lève lentement, le regard vide. Je tente de sortir de la pièce, mais Mamadou me saisit violemment par l'arrière, menaçant. Viens là, toi. T'as intérêt à faire des efforts. T'as de la chance, y a les enfants. S'ils étaient pas là, je t'aurais égorgée vive. Tu m'entends? Égorgée. Suffocant, je lui dis. Lâche-moi, s'il te plaît, lâche-moi. Ibrahima, mon fils aîné, s'interpose à nouveau, poussant de toutes ses petites forces. Il était à 2 doigts de lever la main sur moi. Une nouvelle fois. Sans mon fils, aujourd'hui encore, j'aurais peut-être cessé d'exister. Les enfants quittent la table. Aucun n'a touché à son assiette. Mamadou repousse la sienne et quitte la pièce, furieux. J'ai appris à doser le sel. Je rentre dans ma chambre. Les enfants entrent soudainement. Ibrahima, choqué, me demande « Maman, c'est quoi ces bleus ?» Rien du tout, mon cœur. Je les protège. En silence. Je veux qu'ils croient encore que je suis forte. Mais jusqu'à quand? Ndeye est assise dans le salon, regardant des dessins animés à faible volume. Ibrahima entre dans la pièce. Il jette un regard froid sur sa sœur. T'éteins ça maintenant. Ndeye tourne la tête vers lui, surprise. Ndeye répond. Mais je regarde. Ibrahima, plus fort. Menaçant. Si tu bouges pas, je vais te gifler comme papa. C'est clair? Ndeye, figé, baisse aussitôt le regard. Ibrahima s'approche, saisit la télécommande, puis éteint le téléviseur. Ibrahima, autoritaire, imite involontairement l'attitude de son père. Ndeye reste seule dans la pièce, en silence, les larmes aux yeux. Elle raconte la scène à sa mère. L'intériorisation de la violence par Ibrahima, qui reproduit les gestes de son père sur sa petite sœur, met en lumière le mécanisme d'imitation inconsciente, via les neurones miroirs, chez l'enfant, exposé à la violence domestique. Le plus terrible, ce n'est pas seulement ce que mon mari me fait subir, c'est ce qu'il apprend à nos enfants. Un après-midi, Ndeye, confortablement installée dans la salle à manger, est concentrée sur son dessin. Sur la feuille, on y voit ces mentions aussi vraies que surprenantes. Un papa violent, une maman victime de violence, et elle-même, cachée sous une table, les yeux grands ouverts. Je m'approche lentement. Je lis la scène, je suis tétanisée. Mes mains tremblent, je m'assois à côté d'elle, regarde ma fille, puis le dessin. Ndeye lève les yeux, puis baisse la tête. Silence radio. Je croyais les épargner, en me taisant, en souriant, en cachant mes bleus. Mais mes silences sont devenus leurs cris muets. Je serre doucement Ndeye dans mes bras, les yeux embués de larmes. Il s'agit là d'un basculement dans la conscience des enfants. Ces dessins soulignent l'impact silencieux des violences conjugales sur les enfants. Je suis allongée sur le canapé, épuisée. Il m'observe. Ibrahima, d'une voix douce, me dit « Maman, que se passe-t-il? Papa t'a encore frappé ?» Je tente un sourire. Mais ma gorge est nouée. Non, non mon cœur, c'est juste de la fatigue. Tu sais, parfois, les adultes ont des soucis, mais ce n'est rien. Maman va bien. Ibrahima se fait déjà une idée. Maman, tu dis ça, mais t'as des bleus tout le temps. Et parfois tu cries la nuit. Je t'entends, même quand tu crois que je dors. Je baisse les yeux. Je veux parler, mais aucun mot ne sort. J'ai compris que Ibrahima n'est plus un enfant. Il commence à voir, à comprendre. Et moi, je ne sais plus mentir. Je rentre dans la salle de bain, debout devant le miroir, seule. Je soulève lentement mon t-shirt pour observer une ecchymose sur mon flanc, puis touche une grosse cicatrice sur ma joue. J'inspire profondément, les larmes aux yeux. Soudain, j'entends un léger bruit derrière moi. Je suis prise de panique. Je sursaute. C'est ma fille Ndeye qui me suit. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Tu m'as fait peur !» Doucement, en me fixant, Ndeye me dit « Maman, pourquoi tu regardes tout le temps tes blessures ?» Je suis surprise. Je cherche mes mots. Je réponds « Oh, ce n'est rien, tu sais. Je me mirais juste un peu comme toutes les mamans. C'est rien de grave. Tu dis souvent c'est rien, mais on dirait que c'est beaucoup. » Je reste figée. Ndeye s'approche, se blottit contre moi. Elle pose sa tête contre mon ventre. Elle me dit d'une voix basse, me balance. « Moi, je veux pas que tu pleures la nuit, maman. Je veux pas que papa te tape. » Je réponds, larmes aux yeux. « Moi non plus, ma chérie. Moi non plus. » Le salon est silencieux. Mamadou est seul, assis dans le canapé. Il lève la voix. « Aïda, viens ici tout de suite. » J'entre en hâte, anxieuse. Mamadou, agressif, me dit
Explique-moi, c'est quoi ce bordel? Les rideaux sont sales, et toi tu fais quoi? Tu dors ou quoi? Je baisse la tête, et d'une voix douce, je réponds. Je comptais les laver cet après-midi pourtant. Il hurle et me répond. Cet après-midi? Tu crois qu'on vit dans une porcherie ou quoi? C'est quoi l'utilité de ta présence dans la maison, hein? À quoi tu sers? T'es même pas capable de t'occuper correctement de cette maison? Tu veux que je fasse tout moi-même maintenant? Je tente de parler, mais il ne me laisse pas finir. Il m'interrompt à chaque fois avec son fameux « Tais-toi ». Il se lève brusquement. Mamadou attrape un fil de chargeur de téléphone posé sur la table basse. Il le fait claquer dans l'air, puis me donne un coup avec. Je gémis de douleur mais je ne crie pas. Il s'assoit ensuite brutalement, attrape un oreiller et me frappe avec, emporté par sa rage. Il se lève à nouveau, prêt à en finir avec un coup plus violent. Mais soudain, Ibrahima, mon fils aîné, surgit dans le salon, tremblant mais déterminé. Il lui dit « Arrête papa, arrête !» Mamadou se fige, un peu surpris. Et Ibrahima lui dit « Vas-y, frappe-moi. Si tu veux frapper quelqu'un ici, frappe-moi au lieu de frapper maman. Laisse maman tranquille. Elle n'a rien fait. » Mamadou baisse lentement la main. Sa colère redescend, remplacée par une gêne trouble. Le silence s'abat. Mamadou le fixe, sans mot dire. Un instant suspendu. Ibrahima se place à mes côtés, par terre, pose ses bras sur moi, comme pour venir à mon chevet. Derrière, Ndeye, petite silhouette fragile, arrive, les yeux pleins de larmes. Elle se pose à mes côtés. Elle m'enlace doucement. « Maman, reste avec nous. Pour la première fois. Je ne me sens plus seule. Je n'ai plus le droit de me taire. » Allongée sur le lit, je songe enfin à partir. Je prends une profonde inspiration. Je me lève doucement et ouvre une petite valise. J'y range quelques vêtements, quelques affaires essentielles. Rien de superflu. Après tout ce que j'ai enduré, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je jette un dernier regard à la chambre, à cette vie devenue insupportable. Mamadou dort profondément sur le canapé, ronfle légèrement. Je marche sur la pointe des pieds, tenant la valise d'une main, accompagnée de Ndeye et d'Ibrahima dans la plus grande discrétion. Le silence est lourd. Je retiens mon souffle à chaque pas. Arrivé à la porte, je me retourne lentement. Je fixe Mamadou. Un long moment suspendu. Il ne bouge pas. J'ouvre doucement la porte. Une bouffée d'air frais entre. Nous sortons tous, mes enfants et moi. Je ne sais pas ce qui m'attend. Peut-être les larmes, le manque, les jugements. Mais ce matin, pour la première fois, je suis libre. Pas heureuse encore, mais libre. Mamadou se réveille brusquement après notre départ, grognant. Il se redresse, regarde autour de lui, encore ensommeillé. Il marmonne et crie mon nom partout. Aïda. Aïda. Le silence était pesant et inhabituel. Il se lève, traverse le salon, entre dans la chambre. Vide. Le lit est fait. Pas de bruit d'enfant, pas de vaisselle, rien. Mamadou commence à s'agiter. Il cherche dans toute la pièce. Vide. Personne. Il prend son téléphone, compose rapidement mon numéro. Son visage change, il entend. Impossible de me joindre. Il raccroche violemment, rappelle. Même résultat. Il commence à respirer fort, les mâchoires serrées. Il devient furieux, tourne en rond, puis reste figé. Je suis déjà partie, et cette fois-ci, définitivement. Je pars me réfugier chez ma sœur Mariam. La porte s'ouvre. Ma sœur nous accueille avec émotion, mes enfants et moi. Elle nous prend dans ses bras. J'ai les larmes aux yeux. C'est le soulagement total. J'ai cru que j'étais faible, mais il faut une force immense pour partir. Pour dire non, pour dire assez. Aujourd'hui, je ne subis plus. Je choisis. Le soleil brille à nouveau. J'ai changé. Mon visage est plus lumineux. Je retrouve le sourire avec mes enfants et ma sœur Mariam. Nous prenons un selfie, les visages heureux, les sourires éclatants. Un vrai sourire, un sourire libre. Je suis partie, je suis vivante. Et comme on dit, mieux vaut vivre seul que mal accompagné.